Oui, donc je m'appelle Marc Chaperon, je suis professeur émérite de mathématiques dans cette université et j'ai très bien connu la décennie, enfin ce n'est pas tout à fait une décennie, prodigieuse des catastrophes, puisque je suis devenu mathématicien parce que j'ai lu est peut-être un grand mot, le livre Stabilité structurelle et morphogénèse de Thom, et je n'ai rien compris sauf que c'était vraiment très très intelligent et puis qu'il y avait des mathématiques magnifiques. Les mathématiques, j'étais un peu formé pour les comprendre, donc il était normal là j'ai une petite compétence, enfin j'avais une petite compétence, et donc alors que j'avais totalement abandonné l'idée de faire des mathématiques parce que je trouvais les mathématiciens trop bêtes, je suis finalement devenu un temps l'élève de Thom et j'ai commencé à faire des mathématiques sous sa houlette, donc juste après la parution de son livre. Et alors il s'est passé une chose que personnellement je trouve un peu regrettable, c'est qu'il y a eu un tapage médiatique monstrueux autour de cette théorie des catastrophes, et du coup on a dit des choses sans aucun bon sens. Je me souviens d'un livre américain dont le sous-titre était « How to avoid personal disaster » et sur la théorie des catastrophes. Et il est clair que la théorie des catastrophes, c'est pas ça du tout. Oui. Non, Pierre Le Chat est en train d'arriver. Oui. Et alors, ce qui s'est passé très particulièrement, c'est que parmi les enthousiastes tout fous qui faisaient des applications à droite et à gauche, figurait Christopher Zeeman, qui était un mathématicien tout à fait honorable, par ailleurs, et il avait écrit un modèle catastrophique des émeutes dans les prisons, qui a absolument scandalisé un très grand mathématicien qui s'appelait Stephen Smale. Et Stephen Smale a décidé de descendre la théorie des catastrophes en général et Zeeman en particulier. Donc il a publié un compte-rendu donc ça se passait en 78, déjà un peu plus tard, un compte-rendu dans le bulletin de la Société mathématique américaine où il disait beaucoup de mal de Zeeman en particulier et des catastrophes dans une assez large mesure. Et donc ce qui fait que les rats ont vraiment quitté le navire à ce moment-là, et les mathématiciens qui faisaient des singularités ou des choses comme ça se sont tout à fait défendus de faire des catastrophes. Catastrophe était devenu un gros mot en quelque sorte. Et du point de vue de l'histoire des sciences, je pense que c'est extrêmement regrettable parce que toute cette période qui a duré 6 ou 7 ans, où des gens qui venaient d'horizons différents se parlaient. Il y a des tas de météorologues, par exemple, qui ont entendu parler de la bifurcation de Hopf parce qu'il y avait la mode des catastrophes. Et c'était très important pour eux. Donc, à partir de ce moment-là, les mathématiciens ont jeté le discrédit là-dessus en bloc, en suivant Smale pas très intelligemment, parce que Smale il était quand même héritier de Thom dans une certaine mesure. Et moi-même, qui étais un jeune mathématicien en train de finir sa thèse, je me suis un petit peu rangé du côté des mathématiques. Alors, c'était pas tellement mon propos, moi j'aimais bien cette interdisciplinarité au départ. Et alors, je viens un peu dans cet esprit, vous présenter ceci, qui est les œuvres mathématiques complètes de René Thom, publiées par la Société mathématique de France dans la collection Documents mathématiques. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Vous allez me dire, il y a eu un CD-ROM publié par l'IHS où il y avait toutes les œuvres de Thom. Voilà, il est là. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est des œuvres commentées. La deuxième, c'est qu'il y a des inédits qui sont inédits, y compris là-dedans. Voilà. Des inédits assez remarquables, où on voit que des théorèmes qui sont dus à Thom, simplement n'ont pas été publiés par Thom, ils ont été publiés par quelqu'un d'autre, donc on leur a donné le nom de ce quelqu'un d'autre. Et
Et puis, il y a quand même le fait que toute cette affaire de catastrophe, ça repose sur des théorèmes. Hein, et un de ces théorèmes, c'est le lemme de transversalité dans les espaces de G, qui est un des trucs vraiment importants qu'a fait Thom, même si c'est pas un théorème extrêmement difficile, mais c'est un théorème extrêmement important. Hein, et ça permet en particulier de voir qu'il y a des espèces de morphologies qui émergent dans les situations tout à fait générales et qui sont des morphologies assez dures. Donc c'est ça qu'on appelle dures, assez précises. Donc c'est ça qu'on appelle les catastrophes, le pli, la France, etc. Mais il y en a bien d'autres et c'est une méthode, c'est un théorème qui fonctionne dans des tas de situations qui ne sont pas du tout celles de la théorie des singularités d'application. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu aux originaux, parce que dans le CD-ROM, on avait latexisé les originaux. Alors, c'était bien parce qu'on avait corrigé des fautes, mais c'était mal parce qu'on en avait ajouté. Et donc là, on a vraiment reproduit les originaux en signalant les fautes. Alors, il faut savoir que Thom, dès ses débuts, avait manifestement une indifférence totale aux corrections qu'il aurait dû apporter à ses articles. Le premier séminaire Bourbaki qu'il a fait quand il était encore élève et pas du tout connu de qui que ce soit, c'est bourré de fautes, de fautes de frappe, qu'il n'a pas corrigé à temps ou quelque chose comme ça. Bon, alors bon, il était comme ça. Et encore ce premier volume, il a été, dans une certaine mesure, c'est toute la partie de l'œuvre de Thom qui porte sur la topologie algébrique et ce qu'on appelle maintenant la topologie différentielle. C'est très très important du point de vue mathématique, c'est gigantesque. Mais là, il était sous la houlette d'Henri Cartan, qui était un emmerdeur, et de Jean-Pierre Serre, qui était un emmerdeur aussi. Donc ces gens-là l'obligeaient d'une certaine façon à écrire des choses précises, correctes, etc. Et même le travail sur le cobordisme aurait dû être présenté en partie comme sixième chapitre de la thèse de Thom, et Cartan n'a pas voulu en entendre parler parce qu'il trouvait que les démonstrations ne tenaient pas debout. Et donc, parmi les documents qu'on a retrouvés, d'ailleurs, dans la famille de Thom, figure ce sixième chapitre. Bon, alors, parmi les inédits qu'on a retrouvés aussi, figurent des lettres qu'il a écrites à sa femme quand il est allé pour la première fois aux États-Unis, à Princeton, qui sont extrêmement intéressantes du point de vue scientifique. Bon, c'est moi qui ai été chargé d'y effectuer des coupes sombres pour respecter la vie privée. Mais bon, ça fait quelque chose d'intéressant. Et ça commence par une bibliographie complète, mathématique ou non, et une biographie qui n'est pas trop mal faite, je crois. Voilà. Donc, à mon avis, si on veut apprendre l'histoire des catastrophes, commencer par les mathématiques de Thom en sautant ce qu'on ne comprend pas, etc., c'est intéressant. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a plusieurs endroits où des idées de Thom qui étaient à peine ébauchées, en particulier dans son premier article, on s'aperçoit qu'il avait compris des trucs qui sont devenus extraordinairement importants en mathématiques beaucoup plus tard. Par exemple, sa première note sur les fonctions de Morse, c'est la base des travaux de Smale qui ont conduit au théorème du H-cobordisme et à la conjecture de Poincaré en dimension moins égale à 5. Et il y a un article extraordinaire qui a été publié au bulletin de la SMF, qui est un des derniers dans ce volume, où il parle d'inégalité différentielle. Et je me souviens, quand j'ai débuté, on m'a dit « Ah non, tout ça c'est flou, c'est pas sérieux ». Et puis Lodenbach a regardé et il s'est aperçu que Thom, il donnait beaucoup plus que les idées de ce qui a été publié par Eliashberg et Michalchev dans les années 2000, sous le nom de H-principe, qui est donc une idée qui était venue à Gromov en partie en lisant cet article de Thom. Mais surtout, il y a quelque chose comme une démonstration, et la simplification qu'a apporté Eliashberg à ce qu'a fait Thom, à ce qu'a fait Gromov, était en fait déjà de manière
peut-être un peu elliptique dans Tom. Et bon, Tom, c'est ça. C'est quelqu'un de surprenant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans les œuvres mathématiques complètes, c'est qu'elles ne sont pas uniquement mathématiques. C'est-à-dire qu'on a pris comme parti de reproduire et commenter les articles qui étaient référencés dans les Mathematical Reviews. Donc, dans le tome 2, qui est en cours d'achèvement, on a pris en particulier tous les articles princeps de la théorie des catastrophes, et ils ont été commentés soit par des mathématiciens comme moi, soit par Jean Petitot, qui est quelque chose comme un philosophe. Et voilà, donc tout ça, c'est... là, il y a d'autres personnes qui sont censées contribuer aussi à la chose. Et c'est quand même intéressant de se replonger là-dedans pour voir l'état des choses maintenant. Mon point de départ est à la fois philosophique et linguistique. J'étais l'un des derniers élèves de Hjelmslev de Copenhague avant de commencer à travailler pour la recherche de doctorat à Paris. Et c'est là où j'ai rencontré les membres du séminaire de Greimas, Julien Greimas, le lituanien, francisé qui travaillait sur la sémantique structurale à l'époque. Greimas avait organisé des petits groupes de recherche avec ces jeunes, des doctorants pour la plupart. Moi, je venais donc de l'université de Copenhague et je n'avais pas encore commencé ma carrière à l'université de Aarhus, qui est devenu plus tard le centre de sémiotique de Aarhus. Mais cela se développa dans les années 80. J'étais donc à Paris dans les années 70 et mes amis du séminaire, Frédéric Neff, qui est devenu logicien après, Jean Petitot, qui se définissait comme mathématicien à l'époque, mais qui est devenu plutôt quelque chose comme un philosophe, Monsieur Chaperon. Il était là et il m'a introduit à un collègue de l'université de Brême, Wolfgang Wiltgen, qui était linguiste et travaillait dans le cadre bien commun en Allemagne de la théorie des systèmes. Qui sera là la prochaine fois. Oui, et donc vous allez faire la connaissance de Wolfgang Wiltgen au mois de décembre, dans notre prochaine réunion. Et c'est en réalité Wolfgang Wiltgen, l'allemand systématique, qui m'a expliqué en quelques heures les points fondamentaux et la mécanique différentielle. Je venais du lycée quand même, sur la ligne mathématique, où je comprenais fondamentalement les calculs différentiels et intégral. Et j'ai vu la connexion élémentaire entre les équations et les formes géométriques dont il s'agissait dans les catastrophes élémentaires, quand Wolfgang m'a expliqué ce que c'est qu'un cusp et qu'il y a les 4 cuspoïdes et voici comment ça marche. Ce qui était intéressant à l'époque aussi, c'est que j'étais fasciné déjà à l'époque par un philosophe français qui est toujours très actif, Michel Serres, qui m'a expliqué beaucoup de choses intéressantes en philosophie narrative. Il travaille très souvent sur les mythes. Et il y a un exemple qui m'a frappé. Il a fait référence à un tableau de Goya où on voit 2 géants en lutte corporelle, pendant que le terrain sur lequel ils sont posés bouge.
c'est une sorte de sable mouvant. Alors, ils sont en train de s'enfoncer dans les sables. Michel Serres se référait à une analogie dans l'Iliade, où Achille se trouve dans une situation semblable. Il est en train de se battre, mais il s'enfonce dans l'eau du fleuve. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait de la narratologie à l'université, dans les départements de littérature, où on explique que un récit se compose d'agents et d'actions. Ici, il s'agit des circonstances et de la relation entre les systèmes et leurs circonstances d'existence, de leurs états et ceux qui déterminent leurs états. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique là, qui n'est pas interne au jeu des subjectivités des personnages, par exemple. En linguistique, c'est un peu la même chose. Le sens des mots, des concepts, des constructions, etc., reste lié à l'idée des subjectivités qui maîtrisent ces constructions et ces paquets de sens, on va ainsi dire. Ici, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de penser de manière topologique, en prenant en considération la structure dynamique des situations. Alors, ça a changé mon rapport à la sémantique, qui était donc d'abord linguistique et sémiotique par extension, c'est-à-dire une linguistique textuelle, disait-on à l'époque, dans les années 70, qui voulait être discursive et qui essayait de trouver des modèles permettant d'étudier le sens au-delà du mot, au-delà des phrases, même au-delà des textes, dans les discours, etc. Et pour ce faire, ne disposer que de modèles logiques d'opposition dont on se servait en se référant à la tentative de Saussure, Ferdinand de Saussure, pour établir une linguistique au tournant du siècle, c'est-à-dire des modèles logiques qui se basaient sur les oppositions, c'est-à-dire une structure, c'est une sorte de petite architecture faite d'opposition, de négation, de contrariété et de petits mouvements qui seraient définis sur ces stations de circulation entre des positions définies par les oppositions uniquement. Ça marchait d'une certaine manière. Le fameux carré sémiotique de Greimas existait. Mais le problème pour Greimas et pour ses étudiants, ensuite, était de comprendre pourquoi ça marchait. Greimas avait une version statique et une version dynamique de son carré. Dans la version dynamique, il s'agissait simplement d'une cinétique, d'une certaine manière. Ça bouge. Pourquoi ça bouge? Pourquoi est-ce que le héros quitte la station S1 pour aller vers la station S2 par une négation, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il avait une petite intuition, Greimas, dans son modèle actentiel. Et il s'agit de force. C'est-à-dire que le héros, dans un conte où il s'agit de transporter un objet, se rencontrer dans un espace dynamisé par l'opposition entre adjuvant et opposant. Ok, c'est dit dans les mots et on voyait des scènes de combat. Ces scènes de combat avaient lieu dans un espace non défini. Et les étudiants que nous étions passaient notre temps à essayer de dessiner des carrés avec des mouvements entre stations, etc.
définir un récit comme une sorte de carte de métro, pour ainsi dire. Plus simple, mais quand même de cet ordre-là. Ok, ça circule. Pourquoi ça circule? Est-ce que les circonstances d'existence est égale partout sur la carte? Alors finalement, on a discuté les choses entre Petitot. Neff avait disparu un peu parce qu'il a décidé que sa vérité serait du côté de la logique. Donc il a quitté la discussion topologique. Mais pour Wolfgang Wiltgen et Petitot et moi, Jean-François Bordron, philosophe aussi, était très actif à l'époque dans ce groupe. On a commencé à redéfinir la sémantique structurale en termes de sémantique dynamique, en interprétant les stations de cette carte de métro de Grémas en termes d'attracteurs. Et donc, s'il y a eu un dynamisme par opposition de force, c'est qu'il y avait des attracteurs et des répulseurs, et il fallait les définir, etc. Même cette redéfinition en termes de topologie donnait lieu à une avalanche de nouvelles questions pour les détails. Quelle est la difficulté quand il y a une difficulté? Comment se pose la force contraire dans le paysage extérieur, intérieur, de quel type, etc. Donc, il s'avérait possible de ramener cette discussion maintenant à une phénoménologie dynamique. Puisque ces problèmes sémantiques qui consistaient à décrire en réalité la structure du sens trouvé dans les manifestations du sens, à savoir les textes, les discours, même au niveau linguistique, dans les morphologies, morphologie verbale, morphologie prépositionnelle, etc., dans le domaine strict de la phrase, etc. Dans les années 80, pendant qu'on était en train de discuter ça, j'ai rencontré des linguistes en Espagne d'ailleurs, qui venaient de la Californie, et il s'avérait que les Californiens étaient en train de discuter exactement les mêmes problèmes en linguistique dans la première génération à San Diego et à Berkeley, de savoir comment on décrit les schématismes sémantiques dans leur dynamique. Il y avait Leonard Telmy, il y avait Yves Switzer, les deux avaient travaillé ensemble pendant leurs études et avaient maintenant publié leurs articles les plus importants dans les années 80. Mais pas dans les termes de catastrophe, bien sûr, dans les termes quand même de modèles dynamisés par une intuition sur le rapport entre forme et force. Et ça donnait toutes sortes de diagrammes improvisés. Et on pouvait définir un chercheur par le style esthétique, presque, des diagrammes improvisés préférés dans leurs articles. Ça donnait lieu presque à une nouvelle discipline en sémantique, en sémiotique, à savoir la classification des diagrammes sauvages des chercheurs. En réalité, c'est une problématique beaucoup plus profonde que ce que j'avais compris à l'époque. Mais ce que j'ai compris avec Petitot surtout, et ensuite Wolfgang est venu avec nous, c'est qu'une nouvelle linguistique cognitive devait pouvoir se fonder sur une nouvelle description topologique du sens. Évidemment, les élèves de Grémas étaient pas tout à fait convaincus, et Grémas lui-même était
en réalité plus curieux de savoir ce que ça pouvait donner que ses élèves. C'est un peu la discussion aujourd'hui aussi. Je sens que Grémas est avec nous dans son ciel. Quand on essaie maintenant de développer cela. Évidemment, il s'agit là d'interprétations bien contraintes par les problématiques linguistiques ou textuelles spécifiques dont il a été question dans cette tradition. Je connais assez bien l'histoire du séminaire Tom. Je vous propose de rappeler la genèse un petit peu de ce séminaire Tom. Alors évidemment, vous allez être un petit peu surpris. Alors, d'abord, Tom, vous savez, est né en 1923 et il a fait une très brillante carrière académique. Son premier travail de mathématiques est un travail inspiré par l'école mathématique russe et l'école mathématique américaine. Toutes ces œuvres, disons, se situent dans la lignée de ces deux familles de mathématiciens. Sa première note au compte-rendu s'intitule, qu'il a publiée alors qu'il avait 26 ans, sa première note, s'intitule « Sur une partition de cellules associée à une fonction sur une variété ». Le contenu, disons, de cette note reflète complètement le contenu de tous ses travaux ultérieurs. Dans cette note, il y a le terme « fonction sur une variété ». Les propriétés de la fonction qu'il utilise, disons, annoncent en somme son intérêt pour la théorie des singularités des applications différentielles. Il y a le terme partition en cellules qui, évidemment, fait référence à son intérêt pour la géométrie, pour la topologie et en particulier les variétés différentiables. 2 ans plus tard, Tom soutient sa thèse et en 1958, il obtient la médaille Fields, comme vous le savez, pour ses travaux de topologie algébrique qui consistent à étudier la classification de certaines variétés dites différenciables par l'intermédiaire de groupes significatifs. Alors, l'outil classique qu'il utilise est, disons, la notion de cobordisme, ça veut dire, disons, on assemble des variétés selon des bords compatibles. Et, disons, en utilisant cette technique, eh bien, il obtient, disons, des tas de résultats nouveaux. Lors d'une nos conversations vers 1975, je pense, il m'a révélé que c'était Gaston Juliat qui lui avait conseillé d'étudier les singularités. Alors, j'ai le regret, j'ai eu tort de ne pas lui demander à quelle époque exactement advint cette suggestion. Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il a prolongé évidemment ses travaux dans cette direction, en particulier dans la direction des travaux de Marston Morse et de Hassler-Whitney. Il considérait Hassler-Whitney comme le plus grand mathématicien de son siècle, point de vue évidemment personnel. Alors il se trouve que, disons, ma thèse principale porte sur une théorie dont le fondateur est Hassler-Whitney. D'où, disons, un premier élément de connivence entre Tom et moi. Je ne sais pas exactement, je ne me souviens pas, de la manière dont j'ai été informé du premier séminaire de Tom au département de mathématiques d'Orsay, un jeudi probablement du début du mois de juin 1968. C'était l'après-midi, le ciel était tout bleu,
le soleil rayonnait, et j'étais assis sur la droite du bureau devant lequel Tom faisait son exposé, un exposé essentiellement, pour ce que j'en ai retenu, essentiellement de linguistique. Et évidemment, il en parlait en utilisant ses outils préférés. Cet article, disons, le contenu de cet exposé figure dans la revue L'Âge de la science de 1968, sous le titre de Topologie et signification. Il se trouve qu'à la même époque, j'avais déjà écrit mon premier article sur la linguistique, intitulé « Essai de formalisation de la grammaire simplifiée ». Et dans cet article, mon approche dans cet article était une approche purement géométrique. Donc, séduit par l'exposé de Tom aux racines mathématiques magiques à l'époque pour moi, j'étais séduit, heureux et également joyeux de rencontrer chez l'orateur la même approche géométrique que celle que j'avais en tête et que j'avais déjà un petit peu développée, mais de manière complètement différente. Je vins le trouver à la fin de son exposé et lui fis part de mon sentiment de connivence avec sa vision géométrique. Il m'invita à venir le rencontrer à l'IHES à 11h, le dernier samedi du mois de juin. Et là, nous reprîmes rendez-vous pour le samedi de la rentrée universitaire, toujours à 11h à l'IHES. Voilà donc le point de départ véritable du séminaire TAM. Naturellement, ce point de départ, il faut dire que nous fûmes seul à seul, à peu près, pendant au moins 2 ans. Et petit à petit, vinrent s'adjoindre d'autres personnes. La première fut Pierre Delattre. Bientôt, évidemment, les collaborateurs de Delattre vinrent également, Hiver et Delforge. Et puis, disons, je me permets de mentionner mes amis disparus. Maurice Coyot, linguiste, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'INALCO, il connaissait vraiment toutes les langues et dialectes d'Asie. Phénoménal. Mon ami Jean-Pierre Duport-Rosan, qui était maître de conférences de mathématiques à Chambéry, qui a écrit un très très beau conte qui s'intitule La Princesse Bleue, inspiré par la notion de créode, et qui est également auteur d'une très belle étude sur l'hémophilie inspirée par la théorie des catastrophes, qui a été utilisée localement. Il y eut également, évidemment, Jean Largeau, philosophe, qui a été pressenti d'ailleurs pour le Collège de France, avant de disparaître d'un cancer de la fauve. Il y eut également Yves Bouligan, morphologiste, physicien, biologiste, et qui prit la présidence de la Société française de biologie théorique juste après Tom. Il y eut aussi beaucoup d'autres personnes, des noms que vous connaissez, on a parlé de Petitot tout à l'heure, Kergosien, d'autres absents, Miguel Espinosa, bon, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui sont venues. Tom, durant ces années-là,
est resté pratiquement silencieux. Nous n'avons en aucune façon parlé de biologie. Par contre, je lui ai exposé mes idées, mes conceptions, mes vues. Et celle-ci avait été consignée pendant un petit séjour que j'avais fait au centre, séjour de vacances, entre guillemets, au centre d'eau du CNRS à Ossois, sous la forme d'un petit ouvrage qui s'intitule Sur le mur de la caverne et qui a, qui a servi de matière aux premières parties de topologie et de perception, tome 1 et tome 3. C'est ce petit fascicule, disons, qui a joué un rôle finalement important. Alors, je n'ai pas pu développer d'ailleurs les tomes 1, enfin, ces parties des tomes 1 et tome 3, j'aurais voulu le faire, mais chaque fois, je fais quelque chose d'autre et puis j'en trouve pas le temps. Bon. Donc, après, si on regarde la bibliographie de ce texte qui est paru en 1969, eh bien, on trouve, disons, cette référence. Stabilité structurelle et morphogénèse, Édiscience, Paris, 1970. L'ouvrage était attendu en 1970. Il fut publié en 1972. Voici. 12-11-72. André Avez savait parfaitement à quoi s'en tenir, savait parfaitement pourquoi, disons, il y avait eu ce délire. Effectivement, dans cet ouvrage, on retrouve la trace discrète, disons, de mes propos. Ces traces, disons, sont difficiles à trouver, même pour moi maintenant, parce qu'elles ont été noyées, évidemment, dans le langage de Tom et dans sa vision. Mais enfin, par exemple, si on regarde la notion d'objet qui figure dans ce livre, dans cette première édition, parce qu'il y a ensuite d'autres éditions, cette notion d'objet figure en appendice et je ne serais pas étonné qu'elle ait été ajoutée au cours de la révision des épreuves à la suite de ces conversations, puisque moi j'avais une conception générale des objets qui est la même que celle de Lucrèce d'ailleurs, parce qu'il utilise la notion de res, de natura rerum. Res veut dire absolument n'importe quel objet, une théorie, une bouteille d'eau. Donc c'est dans ce sens-là que j'utilisais le terme d'objet, et bon, Tom donc a formalisé un petit peu cette notion-là. Alors de cet ouvrage, Tom m'en a donné simplement les bonnes feuilles des deux derniers chapitres, Et je présume que s'il a écrit la préface de topologie et de perception, c'est à la fois par sympathie intellectuelle et également, c'est peut-être aussi une forme de reconnaissance du texte. 3 minutes. Alors, disons, j'aurai pas le temps, j'écris un texte, vous pourrez le lire. Oui, je voudrais donc... Vous aurez encore de la place ultérieurement. J'ai de la place, oui, pour parler donc du contenu également, je vais dire 2 mots, de sa philosophie, si on veut. Donc, ce que j'ai retenu de lui, essentiellement, ce que j'ai appris comme vous par l'intermédiaire, disons, de ses textes et de quelques-uns de ses exposés. Et alors, parmi ces exposés, il y a celui fait à l'IHES tous les lundis de 1970 à 1971,
ces exposés qui s'intitulent « Modèle mathématique de la morphogénèse ». Il y a 4 chapitres. Je ne trouve plus le 4e chez moi, je ne sais pas où il est passé. Et disons, ça c'est ma rédaction. J'allais porter à la fin de la semaine, à la secrétaire, disons, ma rédaction. Donc, le problème de la description, par exemple, et de l'explication, ben, c'est moi qui l'ai introduit. Vous trouverez là-dedans le terme extrémalité, par exemple, qui ne figure toujours pas dans les dictionnaires. Bon. Disons, ces modèles mathématiques de la morphogénèse lui ont servi de base pour rédiger la leçon fermiane que vous trouvez dans son ouvrage édité par Flammarion. Tom m'avait dit qu'il me remercierait, mais bon. Donc, pour ce qui est donc de sa philosophie, enfin, disons, c'est une fréquentation à la fois sur le plan mathématique et sur le plan philosophique. Alors, sur le plan mathématique, ce que j'ai appris de lui, alors ce que m'a transmis par l'intermédiaire, disons, de Tom, on peut dire Cauchy d'abord, Riemann ensuite, les mathématiciens du début du XXe siècle, et donc ensuite Tom, c'est cette notion de singularité qui est vraiment essentielle, importante, bon. Et puis, il y a la notion de stabilité. Alors, si vous permettez, cette notion de stabilité, je vais vous lire un petit texte que j'ai rédigé assez récemment, qui figure dans un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « L'énergie et stabilité ». Donc, c'est extrait de l'avis au lecteur de ce livre. Un mot sur l'intérêt dans ce texte porté à la stabilité. Il vient d'abord de ma rencontre avec Tom. Je le suis d'abord reconnaissant de m'avoir dirigé vers André Havès, disparu récemment, sans bruit de la part de la communauté mathématique. Je lui rends ici hommage. Il est mort cette année, hein, un peu avant l'été. En me donnant le sujet de ma seconde thèse, Havès m'a fait pénétrer dans la théorie des systèmes dynamiques. La notion de stabilité y occupe une place éminente à cette époque, sous l'influence de la mode du structuralisme. La notion de stabilité structurelle occupait une place prépondérante dans les esprits. Tom, dans ses écrits, ne parle essentiellement que de celle-ci. J'ai senti la nécessité d'aller au-delà de ce point de vue restrictif. Il faut bien voir que la notion de stabilité structurelle n'est pas du tout générique. Smail a démontré justement, elle est générique, disons pour les systèmes gradients par exemple, mais enfin bon. Sinon, elle n'est pas du tout générique. Donc, elle ne convient pas de manière très générale à toutes les applications. Moi, j'ai une formation littéraire. Comme vous le savez peut-être, la géographie est en lettres. Du moins, l'essentiel du département de géographie en France sont en lettres. Et notre formation scientifique est relativement limitée. Cela étant, j'avais un petit avantage, c'est que depuis l'âge de 15-16 ans, je pratiquais la spéléologie. Vous allez voir que ça joue un rôle absolument essentiel. Ça, c'est les mystères de la vie. Et donc, j'ai fait une thèse avec un monsieur qui a bientôt 100 ans, qui s'appelle Jean Nicot, un professeur de géographie physique à Aix, en Provence, et qui m'avait donné, comme c'était l'usage en géographie, un massif à étudier. En particulier, le massif de la Sandbaume. Peut-être que certains se sont promenés sur le massif de la Sandbaume. C'est quelque chose qui doit faire 250 à 300 km². Et dans ce massif, en fait, il y a toute une série de sources. Et l'idée de départ, c'était d'étudier la vulnérabilité à la pollution de ces sources. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais depuis Martel, on avait identifié qu'en fait, il y avait des circulations très rapides jusqu'aux sources dites karstiques, c'est-à-dire en domaine carbonaté pour l'essentiel.
et que si on mettait une brebis crevée dans un aven du plateau, automatiquement on avait des problèmes de dysenterie pour si on consommait l'eau de la source qui était à l'aval. Donc c'était un peu l'idée, et pour étudier ces affaires-là, on s'est dit on va étudier le fonctionnement, voir si ça circule vite ou si ça circule lentement. Si ça circule lentement, ça s'auto-épure, si ça circule vite, on a des décharges bactériennes extrêmement importantes. Et donc je me suis mis à étudier cette douzaine de sources. Et à l'arrivée, en fait, il n'y en avait aucune qui fonctionnait de la même façon. Il y avait des sources qui fonctionnaient sous un mode de nappe, c'est-à-dire que ça monte très lentement en crue, ça reste en plateau pendant des mois, puis ça descend très lentement. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a pour des sources karstiques. Et puis au contraire, on avait des sources qui fonctionnaient de façon très rapide, avec des pulsions extrêmement fortes, des montées de crue très importantes, et puis des descentes aussi rapides. Alors quand on a regardé les facteurs expliquant ça, lithologiquement, c'est-à-dire les roches, c'était partout les mêmes, à quelque chose près. Les aspects tectoniques, la fracturation, etc., même si c'est complexe du point de vue, puisque c'est un pli retourné, etc., c'était pareil d'est en ouest, il n'y avait pas d'explication. La végétation, c'était pareil. Il y a une belle forêt relictuelle sur le plan d'Ops, mais bon. Le climat, il y a une petite différence de précipitation entre l'est et l'ouest, mais ce n'est pas ça qui expliquait du tout l'affaire. Et donc, venant de la spéléo, c'est là où l'affaire a joué, je me suis dit, c'est le réseau. C'est-à-dire, c'est les drains par lesquels, en fait, on circule, qui est explicatif de ces modalités de fonctionnement. Et je me suis dit, donc, il faut caractériser la forme de ce réseau. Il faut caractériser les drains, et essayer de mettre en rapport le fonctionnement avec la morphologie endokarstique, c'est-à-dire interne, profonde, grotte, etc. Et j'ai cru très naïvement que j'allais trouver des quantités de choses dans la bibliographie sur la géométrie des réseaux endokarstiques, des réseaux souterrains. Résultat des courses, il n'y avait à peu près rien. Il y avait des dizaines, des centaines de travaux sur des datations, mais moi, que la galerie soit Miocène, Pliocène, Quaternaire, ou qu'elle remonte aux calendes grecques, ça ne m'apportait absolument pas. Ce qui m'importait, c'était sa capacité à faire passer de l'eau. Et là, je suis tombé sur un os, et en grattant, si vous voulez, cette question-là, je me suis aperçu que c'était, alors ce que j'ai appelé après dans mon HDR, une aporie, en fait, et que c'était l'aporie centrale de la géographie. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça en deux mots. La géographie a pour objet, en fait, d'étudier ce qu'on appelle l'espace géographique, c'est-à-dire, en gros, la surface de la Terre, qui est donc appropriée, dans laquelle les hommes, l'humanité, en fait, s'est installée, et qui a une certaine morphologie. Ces morphologies étant pour partie naturelle, une montagne, un plateau, etc., et étant pour partie anthropique, donc une ville, la skyline, et tout ce que vous voulez, etc., etc. Et les géographes se sont trouvés dans la situation suivante. La forme n'étant pas, en fait, quelque chose qui était étudiable scientifiquement, ils ont été amenés à en faire l'histoire. Et donc, si vous prenez toute la littérature de la géographie, les grandes thèses littéraires de l'entre-deux-guerres et ensuite ce qui a été produit, c'est en fait l'histoire de. Et alors, le plus bel exemple, c'est la géomorphologie. La géomorphologie, en gros, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à partir de la situation géologiquement la plus ancienne. Généralement, on a des dépôts sédimentaires dans une mer qui est proche d'un continent. Il y a immersion, etc., etc. Et on fait le film de l'histoire et on arrive au massif du Mont Blanc, au Mont Ventoux, enfin, ce que vous voulez, le bassin parisien, etc., etc. Et c'était une forme d'explication. La forme n'intervenait en fait que comme élément de datation dans ce film. Alors, par exemple, vous avez un système de failles avec un décalage vertical. Ce système de failles est nivelé. Et donc, évidemment, si vous arrivez à avoir une idée, au moins relative, du moment où ça a été nivelé, le jeu de failles est antérieur, donc vous avez des éléments, des jalons historiques. Et je me suis donc affronté à cette affaire-là. Alors, comment faire? Alors, dans ma thèse, il y a un petit chapitre, enfin, je l'ai appelé livre 2, mais qui fait un petit dixième de la thèse. La grande partie, c'est de l'hydrologie karstique. Et où j'ai essayé de décrire les formes et d'un point de vue géométrique.
Et là, je dois remercier un monsieur qui vient de décéder, qui s'appelait Alain Mangin, qui était directeur du laboratoire souterrain de Moulis, en Ariège, avec lequel j'avais travaillé donc, en hydrologie karstique, et qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne t'occupes pas des formes ?» Oui, d'accord, mais comment? Et là, il m'a mis dans les mains un petit ouvrage que vous connaissez peut-être, qui est une BD, en fait, sur les fractales. Et il y a l'équivalent sur la théorie des catastrophes, qui s'appelle « Aux catastrophes ». Mais les fractales, je ne savais absolument pas ce que c'était. Quant aux catastrophes, j'en savais encore moins. Bon, donc j'ai commencé à lire, etc., etc. Et j'ai commencé à bricoler, non pas sur les catastrophes, dont je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais en faire d'un point de vue géomorphologique, mais sur les fractales. Et il s'est avéré, alors bon, ça a été vérifié des dizaines, des centaines de fois, que tous les objets géographiques, à quelques exceptions près, sont des fractales. Les montagnes sont des fractales, les réseaux hydrographiques sont des fractales, les grottes sont des fractales, les villes, la nappe du bâti urbain est une fractale, enfin, c'est que ça, en fait. Donc ça, c'est un outil absolument central, si vous voulez, de description de ces objets morphologiques. Alors, bien évidemment, derrière, il y a la question de la morphogénèse, et pour un géographe ou un géomorphologue, la question de la morphogénèse, c'est la question de l'érosion. C'est la question de l'altération, de la prise en charge des éléments, de leur transport et de leur dépôt, alors soit intermédiaires sur des terrasses, sur des côtes de déjection, soit dans des positions donc plus stables et plus durables d'un point de vue géologique, c'est-à-dire dans la mer, au bout des fleuves. Et donc, il conviendrait, mais pour l'instant c'est pas fait, d'arriver à relier en fait les formes et les processus morphogénétiques. Et alors là, il y a une page, je ne sais plus trop où elle est, dans les œuvres de Thom, où les géomorphologues en prennent plein pour leur grade, dans lequel il explique que nous sommes absolument incapables de modéliser la morphogénèse de n'importe quel escarpement falaise-ours, c'est-à-dire produit par la mer ou produit de façon différente, ce qui est parfaitement exact, je dois battre ma coupe, et ce qui n'a pas beaucoup bougé depuis le milieu des années 70 où il a écrit ce genre de choses. Alors voilà les éléments, je vais les appeler morphologiques en fait, qui m'ont été utiles dans la lecture de Thom. Et il y a une deuxième phrase qui est, une deuxième remarque qui m'a semblé absolument essentielle, alors je ne sais plus trop où c'est, mais il faudrait le rechercher. Il avait, si j'ai bien compris, une aversion pour ces mesures que l'on fait dans tous les sens et pour n'importe quelle raison, qui donnent des flopées de données, des bases de données qui sont aujourd'hui absolument gigantesques, mesures qui sont faites, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, etc., etc. Les problématiques qui sont derrière sont particulièrement faibles. Alors en sciences de la Terre, on fait des observatoires de tout et de n'importe quoi, donc on observe, on bancarise. Peut-être qu'un jour ça servira, je ne sais rien. Mais il avait une phrase de mémoire, l'essence c'était de dire l'essentiel de l'effort qu'il faut faire, c'est dans la théorie. Voilà, alors je me suis dit, bon la géographie, là aussi on va battre un peu notre coup, parce qu'on n'a absolument aucune théorie. Donc on est totalement athéorique. On est dans l'empirisme, je ne sais pas quoi. Bon, l'architecture, c'est encore pire. Et donc je me suis lancé dans cette idée-là, et je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas possible de concevoir une théorie en géographie? Alors j'en ai parlé à des collègues qui m'ont dit, non, t'es complètement fou, c'est pas la peine, c'est pas possible, ça n'a aucun intérêt, continuons ce que nous faisons. Bon, alors j'ai quand même un peu insisté, et je suis arrivé à, alors c'est en cours, c'est en train d'être réfléchi, à quelque chose qui est... que j'organise en fait autour de 4 rapports fondamentaux qui peuvent structurer une pensée géographique. Le premier, c'est la géographie, c'est la question du où sont les choses en fait. Donc le premier rapport, c'est des rapports de position. Qui est à côté de qui? On a besoin de pétrole, il est au Moyen-Orient, bon, il faut le faire venir, il n'y a pas 25 solutions, et de là découlent des milliers de conséquences plus ou moins dramatiques. Donc les rapports de position, c'est quelque chose qui en géographie est abordé par ce qu'on appelle l'analyse spatiale, qui utilise des outils comme le variogramme, comme le grigeage, des choses de cet ordre-là, pour arriver à voir s'il y a une certaine régularité dans les répartitions des morphologies, des attributs, enfin quels que soient les constituants de l'espace géographique.
La deuxième chose, ce sont des rapports scalaires. Et là, on retombe en fait sur l'approche fractale, on retombe sur les travaux de Mandelbrot, et on tombe sur les travaux de quelqu'un que vous avez peut-être croisé, qui s'appelle Laurent Notal, qui a publié donc, la théorie de la relativité d'échelle, avec lequel j'ai énormément travaillé, et qui il offre un cadre formel absolument énorme dans lequel je dois comprendre un millième de ce qu'il peut raconter, mais enfin ça c'est autre chose. Et on n'a pas des situations dont je vous disais tout à l'heure que les reliefs et les objets morphologiques anthropiques étaient en fait des fractales, c'est exact, mais elles ne sont pas invariantes d'échelle en fait. Ils ne sont pas ou elles ne sont pas suivant invariantes d'échelle. Et c'est beaucoup plus covariant d'échelle, c'est-à-dire qu'en fait la dimension fractale varie en fonction des échelles. Et donc ça, c'est théorisé dans la relativité de Notal. Et là, on peut aller vers des choses qui sont tout à fait intéressantes, avec des descriptions alors, qui ont sidéré Laurent Notal. Moi, ça ne m'a pas vraiment sidéré. C'est-à-dire que quand on s'est mis à travailler sur les reliefs, et en particulier à partir des courbes de niveau que l'on a décrits par des outils de calcul de dimension fractale, on est arrivé sur des descriptions, des relations mathématiques absolument exceptionnelles. Donc on a publié quelques papiers là-dessus, et il était sidéré en fait de la qualité, si vous voulez, de la forme qui est produite naturellement dans un bassin versant ou sur une montagne, etc., etc. Moi, ça me semblait assez naturel, mais lui, ça lui semblait tout à fait étonnant, et à tel point que, m'a-t-il dit, c'est beaucoup plus précis, si je peux dire ça comme ça, que ce qu'il connaît lui, puisqu'il est astrophysicien de formation, que ce qu'il connaît lui en astrophysique. Autrement dit, on a des processus morphogénétiques naturels qui produisent des formes qui sont d'une qualité exceptionnelle, si on disait les choses de cette façon-là.